Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes toujours le 3 février 2023 après le Morning Bull Live de ce matin que vous pouvez retrouver en dessous sur la liste des vidéos YouTube. Je suis comme d'habitude très content de vous retrouver. On va faire un peu notre point de situation hebdomadaire, point de situation des marchés, mais surtout un peu plus focusé, concentré sur la Suisse. La Suisse qui n'a pas vécu la meilleure semaine de sa vie. Quand on voit ce qui s'est passé un peu sur les marchés ailleurs, eh bien on se dit qu'on aurait peut-être mieux fait d'investir dans la techno que d'investir dans la pharma cette semaine. Et puisque on va le voir, eh bien c'était pas non plus l'euphorie de ce côté-là, c'était déception sur déception au niveau des chiffres trimestriels. Et comme nous, on a beaucoup de value à l'intérieur du marché et qu'aujourd'hui on est beaucoup plus concentré sur le fait de voir les taux baisser un jour peut-être, eh bien tout d'un coup on est plus à la recherche de la techno et donc c'est là-dessus que ça se concentrait principalement. Donc voilà, à moins que vous ayez passé votre semaine, cette semaine qui vient de s'écouler sur une île déserte où il n'y avait aucune connexion, aucun réseau, eh bien vous êtes forcément au courant de ce qui s'est passé puisque c'était une semaine spéciale Banque Centrale et spécial résultat trimestriel, mais surtout spécial Banque Centrale, puisque pendant la première partie de la semaine, eh bien le suspense par rapport à ce que la Fed allait faire a obsédé complètement le marché et on s'est concentré que là-dessus jusqu'à mercredi soir, bien qu'il y avait 2-3 résultats qui sortaient à droite à gauche, mais finalement, eh bien on a eu cette bonne nouvelle, ce soutien, on va dire, masqué de la part de la Fed et le sentiment que dorénavant on peut compter sur elle ou plutôt simplement que nous, on s'est déconnecté de la réalité et puis on se fout pas mal de ce que dit la Fed. On a fait notre plan de marche, on a gravé notre plan de marche pour les semaines et les mois à venir. Et puis ce que raconte Monsieur Powell, ce que raconte Madame Lagarde, eh bien très honnêtement, on a l'air de s'en foutre complètement, en tout cas pour l'instant, puisqu'on est parti dans un autre mood, un mood relativement bullish un peu partout, ce qui n'est pas forcément le cas en Suisse, puisque on l'a vu avec des résultats relativement décevants chez Novartis ou chez Roche. Forcément, quand vous avez Novartis et Roche qui sont un peu décevants, eh bien ça a tendance à tirer le marché vers le bas. On va en discuter un tout petit peu après tout ça. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir dans la photo globale, c'est que pour l'instant, les indices principaux, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, eh bien, ils sont en train de casser à la hausse, de repartir à la hausse, et tout le monde est rentré dans ce mood de se dire est-ce que il faut vraiment y aller maintenant parce qu'on va rater le train, sinon on va rater ce nouveau bull market. Alors comme on le dit souvent, eh bien c'est pas réglé, tout n'est pas réglé, hein. Les problèmes que l'on avait sont toujours là, l'inflation est toujours bien présente. Alors on sait que l'inflation est en train de diminuer. On a cet espoir ténu de voir finalement l'inflation continuer sur un downtrend, sur un trend baissier un peu à l'image de ce qu'on a vécu sur les marchés boursiers l'année dernière. Le seul problème, c'est qu'effectivement, l'inflation, c'est un animal un peu particulier. À l'intérieur du package, il y a beaucoup de choses. Donc il peut toujours y avoir des mauvaises surprises. On sait que la Chine est en train de rouvrir massivement et que ça pourrait générer aussi un peu d'inflation, mais pour l'instant, c'est pas les choses dont on se préoccupe principalement. On est plutôt en train de se préoccuper du fait que la moyenne mobile des 200 jours a cassé sur le Nasdaq, la moyenne mobile des 200 jours a cassé sur le S&P 500, on a une Golden Cross sur le S&P 500, on est au plus haut quasiment sur les marchés en Europe. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux et c'est là-dessus qu'on se concentre et on n'a pas envie d'avoir les mauvaises nouvelles qui sont encore potentiellement présentes. Pour l'instant, on les met de côté. C'est un peu de la procrastination. On se dit oui, mais si je les regarde pas, si j'en parle pas, normalement, ça va bien se passer. Donc pour l'instant, on est dans ce mood extrêmement bullish. On nous a ressorti ce fameux mot, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater le mouvement haussier. Donc tout le monde s'obstine un peu sur cette thématique et se demande s'il faut racheter. On voit clairement aussi, j'en parlais au début de cette vidéo, une rotation de secteur. Quelque part, on voit que les gens ne veulent plus vraiment de value maintenant et préfèrent targeter, jouer la thématique de la croissance. Et la croissance, eh bien, c'est principalement la techno. C'est pas forcément dans les actions suisses qu'on va trouver beaucoup de grosses croissances. En tout cas, pas à l'image de ce qu'on peut avoir aux États-Unis. C'est l'éternel problème. Quand vous avez des phases de marché où c'est la thématique de la croissance, où on aime la tech, où on aime l'intelligence artificielle, où on aime les semi-conducteurs, c'est toujours plus compliqué de trouver du matos en Suisse. Donc, on se concentre un peu sur d'autres marchés. Alors, nous, jusqu'à maintenant en Suisse, on avait le luxe qui tirait un petit peu, mais le luxe, ça a quand même ses limites. On voit qu'il y a un bout d'un moment, ça peut pas monter en permanence, même si on a encore
encore eu aujourd'hui, hier, les résultats exceptionnels de Ferrari qui continuent à cartonner et qui vont encore cartonner en 2023. Il reste à espérer qu'ils arrivent à faire ça aussi en Formule 1. En tous les cas, pour l'instant, nous, la Suisse, on est un tout petit peu en retard. Et on a encore beaucoup de questions à se poser. Donc nous, on reste le SMI, la Suisse reste de toute façon le marché défensif par excellence. Donc un marché où il faut continuer à se positionner régulièrement dans un but plus défensif que le reste. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut vendre vos Novartis, vos Roche et vos Zurich pour aller acheter des semi-conducteurs aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça va cartonner. Diversification, toujours très important. Et pour l'instant, nous, on continue un petit peu avec nos gros lourdeaux de la côte qui font un petit peu que ça traîne cette semaine et que c'est un tout petit peu décevant fondamentalement. Alors oui, je dis décevant parce que là, quand on regarde un petit peu, on va le voir tout à l'heure sur les performances de la semaine, finalement le SMI est en baisse alors que le CAC est en hausse, le DAX est en hausse et je parle même pas des autres indices américains. Donc forcément, c'est un petit peu frustrant, il y a des raisons à tout ça et c'est un petit peu cyclique, hein. On sait aussi que dans les périodes un peu plus compliquées, nous, on a tendance à résister un peu mieux. C'est toujours un peu la bonne vieille histoire du SMI. C'est sympa le SMI, mais ça bouge un peu mollement par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et quand on est dans ces phases clairement euphoriques où tout le monde se jette sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qui peut monter très très haut, très très vite, très très fort, on a vu des performances complètement hallucinantes cette semaine sur des titres qui ne valent rien du tout. Donc on est dans cette phase de croissance et de nouveau d'emballement qui sont à la limite de l'abus spéculatif sur certains assets. J'en ai parlé dans le Morning Bull à propos de l'intelligence artificielle, ça devient un tout petit peu flippant, ça fait très très peur, tout le monde ne parle plus que de ça, alors qu'il y a 3 semaines en arrière, on voulait même pas en entendre parler. Donc c'est assez rigolo la vitesse à laquelle on a tourné la veste et on est passé de très prudent à limite, comment je peux faire, qu'est-ce que je dois acheter, comment est-ce que je dois acheter des calls, mettre du levier, waouh, bull market et puis plus jamais fait. Donc méfiance, quand tout le monde est convaincu que ça va aller très très haut, c'est toujours un petit peu délicat. Enfin néanmoins, c'est pas parce que la Suisse est montée cette semaine qu'on a quelque chose à craindre pour les prises de profit de la semaine prochaine. Pour le reste, on a beaucoup parlé de la Fed cette semaine, mais on a oublié de parler un peu de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne qui a donc annoncé une hausse de taux de 0,5%, j'ai déjà parlé ce matin, qui vont encore monter une deuxième fois lors du prochain meeting de la BCE. Grosso modo, les commentaires ultra au quiche qu'on fait à la Banque Centrale Européenne n'intéressent personne, puisque aujourd'hui, on a réussi à se dissocier complètement de la pensée des banquiers centraux, qui ont été nos amis pendant 15 ans, mais aujourd'hui, on préfère voler nos propres ailes. Alors, est-ce que le marché est devenu mature? Rassurez-vous, c'est peu probable, mais en tous les cas, pour l'instant, on essaye de continuer par nous-mêmes sans se préoccuper des banques centrales. Il faudra continuer à faire très attention aux earnings, aux résultats trimestriels. Je vous en ai parlé beaucoup ce matin également dans le Morning Bull, je vais pas revenir sur ceux de Google, Apple et Amazon, mais globalement on voit que c'est pas terrible. Alors c'est pas terrible de nouveau, faut faire attention, c'est toujours une question d'attente, si vous voulez. Aujourd'hui quand vous voyez en termes de pognon, en termes d'argent ce que ça représente, les résultats étaient bons. Mais globalement par rapport aux attentes du marché qui étaient déjà relativement basses, il y a une forme de déception. Et donc on voit que plus ou moins les marchés sont entre 68 et 69% de sociétés qui publient qui sont meilleures que les attentes, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis on va continuer à se concentrer encore beaucoup sur les chiffres économiques, puisque maintenant on va devoir voir si ce que la Fed nous a laissé entendre cette semaine va pouvoir se transposer dans les mois à venir. Et puis il y a 2 moments qui vont être importants ces prochains temps, c'est les non-farm payrolls de tout à l'heure, et puis le CPI qui, sauf erreur, sortira le 14 février aux États-Unis. Et là, on saura vraiment si l'inflation est toujours sur sa tendance descendante. On commence avec la performance des assets cette semaine. Alors, la performance que vous voyez là, c'est la performance au 3 février. C'était grosso modo 10h du matin quand j'ai fait mes mesures. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est l'explosion du SOX. Encore une fois, plus 6,67 cette semaine. Le Nasdaq qui reprend 5%. On en a beaucoup parlé. On va pas aborder le sujet encore et encore. La France et l'Allemagne qui sont légèrement en hausse, mais qui sont en hausse, contrairement à la Suisse qui perd 1,19% à l'heure où je vous parle sur la semaine. Et puis surtout, on voit qu'il y a aussi pas mal de prises de profit sur les marchés asiatiques. Alors, typiquement sur Hong Kong qui avait été beaucoup remonté ces derniers temps. On avait l'indice chinois qui était au bord de rentrer à fond en bull market. On hésite quand même un tout petit peu. Prise de profit sur le Hang Seng cette semaine. Et puis surtout, alors un truc dont on parle très très peu en ce moment, c'est le pétrole qui se prend 5,3% dans la semaine, qui est en baisse de 9% depuis la moitié du mois de janvier à peu près. Ça ne fait que baisser. C'est plutôt rassurant pour l'inflation. Par contre, c'est toujours un petit peu aussi un indicateur économique. Donc on peut aussi se dire que si le pétrole se fait taper dessus, c'est positif pour l'inflation. Et ça veut aussi
aussi dire que finalement l'économie ne va plus aussi bien que ça. Alors pour l'instant, c'est plutôt positif parce qu'on préférerait que l'économie ralentisse gentiment, que l'inflation se calme et qu'on fasse un soft landing pour pouvoir repartir après et rabaisser gentiment les taux. Mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose à surveiller attentivement. Si le baril revient en dessous des 70, ça pourra très rapidement aller à 60 $. Par contre, que l'on se rassure, il est peu probable que l'essence baisse à la pompe ces prochains temps. Si l'on prend la performance hebdomadaire de la Suisse, donc Novartis, Roche, ABB qui sont le trio de tête, mais à la baisse, plutôt la lanterne rouge de la semaine. Hein. Mauvaise saison, mauvaise période pour les pharmaceutiques. On voit que ça souffre beaucoup. On l'a vu également à l'étranger, des mauvais chiffres un peu partout dans le secteur pharmaceutique qui déçoivent pas mal. Donc du coup, ça se ressent sur la performance hebdomadaire de l'ESMI. Comme je vous le disais, quand vous avez Roche qui perd 4% et Novartis qui perd 4% sur la semaine, c'est vachement difficile de terminer en hausse. Néanmoins, il y a Partners Group qui a subi un upgrade durant la semaine, qui rebondissait et qui termine en hausse de 5%. Et puis autrement, il n'y a rien de spécial. Sika, Sonova. On notera au passage aussi l'UBS qui termine inchangé après sa publication qui ont eu lieu mardi dernier, qui étaient des bons chiffres mais qui étaient insatisfaisants. J'y reviendrai tout à l'heure. On va tenter de rester bullish avec les performances les plus spectaculaires de la semaine. Donc c'est Tsur Rosé qui remporte le pompon de Tsur Rosé parce que simplement ils ont vendu leurs opérations en Suisse à Migros. Et donc forcément, ceci expliquant cela, le titre a pris 70% sur la semaine. Youpi tralala, ça est très volatile et très dangereux. Et on pensait on s'attendait beaucoup plus à l'ordonnance en Allemagne, l'autorisation des ordonnances électroniques en Allemagne, et puis finalement, non, c'est la Migros qui a mis la main sur une partie des opérations de Tsur Rosé. Pour le reste, c'est juste des ajustements par rapport à certains mouvements qui avaient déjà été violents la semaine dernière. Du côté des worst performers, là aussi, il n'y a rien à dire parce que IGA avait pris 40% la semaine dernière, donc ils en perdent 22, mais ça veut vraiment rien dire par rapport au titre que Westfalen aussi. Donc on va oublier le sujet pour l'instant. Et puis alors, on passe au sujet du technique. Donc là, devant vos yeux ébahis, écarquillés, vous avez le SMI. Le SMI qui, pour l'instant, est pratiquement dans un move de cas d'école. Alors, cas d'école, pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans cette tendance haussière qui se dessine très clairement ici. On a un point d'appui ici, 2 points d'appui ici. Logiquement, j'aurais tendance à vous dire qu'on va venir se reposer sur la moyenne mobile des 200 jours au niveau des 11 100 sur le SMI, qui est corroboré un peu avec les stochastiques qui sont relativement faibles. Donc plutôt positif dans la reconstruction du SMI, mais en même temps, il ne faut pas non plus s'attendre à des mouvements stratosphériques sur l'indice suisse, comme d'habitude. Mais un jour ou l'autre, il y aura quand même un retour de manivelle du côté de la pharma, même si aujourd'hui, c'est pas très positif. Donc voilà, ce qu'il faut surveiller sur le SMI, eh bien, c'est ce niveau des 11 100, on va dire, pour arrondir un petit peu, sans faire de l'analyse technique ultra précise. Mais après, on reste quand même dans cette tendance haussière. Et puis, n'oublions pas, on en parlait aussi sur le S&P 500, qu'on a fait cette fameuse Golden Cross qui passe ici, qui peut nous laisser espérer que la tendance est repartie à la hausse. Alors, comme je le disais ce matin, les Golden Cross ne sont pas une certitude, hein, c'est plus ou moins sur le S&P 500, 71% du temps que le marché est plus haut 12 mois plus tard, mais pour l'instant c'est plutôt 12 jours plus tard, donc on va rester relativement prudent par rapport à ça et surveiller ce canal ascendant sur la Suisse. Passons aux États-Unis, donc voilà, vous la voyez, cette Golden Cross qui s'est déclenchée il y a 2 jours sur le S&P 500, alors là aussi, on avait cette tendance baissière qui passait par ces sommets ici, qui a donc cédé, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. La tendance est à la hausse. On a cassé de manière assez impressionnante. On peut aussi aller tirer la tendance haussière qui passera de là. Pardon, si mon machin veut bien se mettre en place. Voilà, tac. Et si on part par là, on a aussi une tendance haussière qui est bien dessinée. On peut se replier, bien sûr, hein, mais on a confirmé la cassure des 4100 qui passait par ce niveau-là et qui a, j'ai envie de dire, fait plaisir à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt positif. On peut voir un pullback en direction des 4080 ensuite pour espérer un redémarrage à la hausse puisque tout le monde est méga bullish pour l'instant sur le S&P 500. Attention quand même sur le fait qu'on est quand même un tout petit peu suracheté là pour l'instant sur le S&P 500, mais en même temps quand on voit l'état d'euphorie dans lequel nous sommes sur les marchés américains,
On se demande à quel moment ça va s'arrêter de monter. Le Nasdaq, j'aimerais vous raconter plein de trucs sur le Nasdaq, mais franchement, que dire de plus si ce n'est qu'on est dans une méga euphorie, hein. Vous voyez cette accélération qui fout franchement la trouille. On dit souvent que les arbres ne montent pas au ciel, et puis c'est vrai que physiquement, si vous lancez une balle en direction du ciel, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, elle s'arrête de monter, puis elle recommence à descendre. C'est plus ou moins les lois de l'attraction terrestre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une comparaison physique qu'on peut faire avec le Nasdaq, mais néanmoins, on est vraiment dans une configuration plutôt positive pour l'instant. Donc là aussi, cassure de la moyenne mobile des 200 jours, nette et précise et violente surtout. Tout le monde est chaud bouillant sur la thématique de la croissance et on se demande où est-ce que l'on va s'arrêter ensuite. Néanmoins, ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on va revenir probablement chercher à un moment donné les tops à 13 700 sur le Nasdaq, qui doivent se situer à peu près par ici pour l'instant. Mais en attendant, on est vraiment dans cette espèce de... On dit never catch a falling knife, mais là on est vraiment aussi dans une tendance exponentielle à la hausse qui peut parfois faire un peu peur. Et puis si vous suivez un petit peu les gens qui font des commentaires sur Twitter, les spécialistes des marchés, vous avez quand même beaucoup de shorts qui sont shorts et qui empilent encore des positions short. Et tant que ça hurle à la mort du côté des bearish, eh bien ça peut encore donner un peu de dynamique du côté des bullish. Je termine avec mon indice préféré, le SOX, hein, on dit toujours indicateur avancé. Donc là, effectivement, vous voyez, on est parti comme des fous. Très bon résultat cette semaine chez AMD, très bon feedback par rapport à la thématique de la technologie, donc il n'y a rien à dire de spécial. La cassure est nette et précise, on a même été chercher plus haut que les tops ici qu'on avait à 3077, puisqu'aujourd'hui, donc jusqu'à maintenant, on est à des niveaux assez spectaculaires, puisque le SOX est à 3141. Là aussi, Golden Cross, vous le voyez, qui s'est dessiné ici. Difficile d'être moins bullish, mais prudence aussi, parce que moi, j'aime pas tellement ces cassures verticales à la hausse où tout d'un coup on a l'impression que c'est juste des méga short covering, alors que fondamentalement on n'a pas l'impression que tout a changé. Du côté des titres individuels, le premier qu'on peut observer cette semaine, c'est AMS Osram, qui était un petit peu dans tous les sens. Alors AMS Osram, ce qui s'est passé chez eux, c'est que leur directeur général a foutu le camp, et donc il sera remplacé, il est en phase de remplacement. Donc quand je dis foutu le camp, il n'a pas pris un avion puis il s'est barré au Caraïbes, il a juste démissionné. Donc instabilité dans un premier temps. Les commentaires qui sont venus un petit peu du côté des banques d'affaires, c'était principalement de dire que son départ, on espère que ça va améliorer un petit peu la stabilité de l'entreprise. Donc sur l'annonce, le titre a pas mal morflé, et puis le lendemain, du coup, on s'est dit, ah ouais, mais peut-être que finalement, ça peut être un déclencheur positif. Résultat, le titre est pour l'instant au plus haut de la semaine, et vous le voyez sur le chart à l'instant. C'est assez spectaculaire, puisque, on a eu cette hésitation lors de l'annonce qui s'est faite en début de semaine, et puis dorénavant, on a repris quasiment 20% depuis l'annonce sur AMS, qui s'en sort relativement bien avec cette nouvelle annonce. Attention, je viens de vous dire que les Golden Cross n'étaient pas monstre fiables. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus fiable sur une boîte comme AMS, mais néanmoins on voit que on est quelque part en train d'essayer de changer de tendance. Ça fait déjà 3 fois, c'est la 3e fois qu'on nous fait une cassure haussière. À surveiller quand même, parce que là techniquement, même si ça reste des titres très spécifiques et que tout le monde recherche de la techno maintenant, on est dans une tendance haussière, on cherche de la technologie. Eh bien, à défaut d'autre chose en Suisse, celui-là peut peut-être faire office. UBS a publié ses chiffres en début de semaine. Grosso modo, sans vouloir rentrer dans les détails, parce que éplucher le bilan d'une banque trimestriellement parlant, c'est à peu près aussi déprimant que de regarder un match de foot de 2e division à la télévision. Et donc, du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les chiffres étaient bons. L'augmentation des résultats par rapport à l'année passée, c'était plutôt pas mal. Les taux les aident beaucoup. Il y avait quand même pas mal de choses positives. Mais par contre, les analystes étaient un peu déçus dessus parce qu'ils auraient attendu mieux. Donc, du coup, vous avez une des super banques de la Suisse qui fait des très bons résultats. Puis on dit oui, ça aurait pu faire mieux. Et de l'autre côté, on attend la super moins bonne banque de la Suisse qui va nous sortir aussi ses résultats prochainement. Puis là, forcément, on peut pas forcément faire pire,
Donc du coup, si ça se trouve, l'interprétation des résultats du Crédit Suisse quand ils seront là, eh bien, seront beaucoup mieux vus que ceux de l'UBS, parce que c'est plus facile de faire mieux quand c'est pire que de faire de faire mieux quand c'est trop bien. Alors malgré tout, après l'hésitation des résultats, l'UBS s'est bien reprise. On est quasiment de retour sur les 20 francs suisses sur l'UBS. Vous voyez, la dernière résistance était à 19,725 la dernière fois quand on était tout en haut. Et aujourd'hui, on est justement là. Donc on est en train de tester cette résistance. Si on arrive à casser ces niveaux-là, eh bien, on va dire que ce ne sera pas un double top. Et que la banque suisse peut aller en direction du target qui était le mien de 21 francs suisses. Mais alors ça, je vous parle de ça d'une époque où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc à surveiller attentivement ces prochains temps. D'un point de vue purement technique, on voit que l'UBS est très très bien disposé. Je suis pas un fan des bancaires en tant qu'investissement, mais il pourrait y avoir des bonnes surprises de ce côté-là. Novartis a publié aussi des recettes en baisse, un bénéfice net en baisse. Alors les recettes en baisse de 2%, un bénéfice net en baisse de 20%. Il y a une histoire d'échange d'actions avec Roche et puis une histoire de rémunération à rétrocéder à Roche qui fait que ça a pesé également sur les résultats. L'un dans l'autre, les chiffres étaient en dessous des attentes. C'est rien de très très fun et c'était pas super folichon. D'ailleurs, on l'a vu sur la performance hebdomadaire de l'action. Ce qui nous amène à notre théorie du range sur Novartis. Donc je vous parle depuis qu'on fait ce Swiss Bliss. Je vous dis sans arrêt que Novartis est dans un range, blablabla. Bon, vous voyez que le range fonctionne toujours, hein. Vendre à 86,50 et racheter sur les bas du range autour de 75. Donc on a 79,16 pour l'instant. Pour ceux qui font un peu d'investissement via les options, je recommanderais fortement de vendre des puts strike 75 sur Novartis avec une échéance à 6 mois par exemple. Vous allez encaisser un peu de prime, surtout avec la volatilité que ça nous a emmené ces derniers jours. Et puis vous les toucherez probablement jamais, vos Novartis, ça vous fera un peu de la prime gratuite. Mais normalement, on devrait continuer à respecter ce grand range dans lequel nous sommes depuis bien longtemps. Donc ça a bien fonctionné, on va continuer à l'appliquer. Donc acheter sur les niveaux de 75 et revendre sur les niveaux des 86,50 sur Novartis. Il n'y a que ça à faire parce que c'est pas l'action la plus fun qu'on ait dans le SMI. Roche se maintient péniblement sur la voie de la croissance. Grosso modo, c'est pas hyper sexy comme résultat, un peu à l'image de l'ensemble des pharma. Puis vous avez aussi l'évaporation des revenus Covid qui font un peu mal à toutes certaines de ces pharma qui étaient impliquées dans l'histoire du Covid. Forcément, c'est le double effet qui se coule, hein. À l'époque, ça cartonnait parce qu'ils étaient dans le Covid. Aujourd'hui, ça va moins bien parce qu'il n'y a plus le Covid ou plus autant de Covid qu'avant, ce qui fait que ça impacte quand même pas mal les résultats de Roche. Donc, à nouveau, petite déception sur le bon Roche. Ce qui nous amène à mon graphique que j'en ai ras-le-bol d'essayer de choper les plus bas. Donc, donc c'est un peu toujours la question, c'est à quel moment on va rendre les armes. Bon, perso, expérience vécue sur Roche, sans faire de l'analyse technique de haut vol. Je vais m'accrocher en tout cas jusqu'à la zone des 270 dans un premier temps. Je pense qu'on peut revenir là et après commencer à reconstruire. Perso, si j'en avais maintenant, j'en rachèterais encore un peu pour moyenner mes prix. Je suis pas un fan de moyenner à la baisse, mais ce qu'il faut retenir sur une action comme ça, c'est qu'elle a des phases et que historiquement parlant, à chaque fois qu'on en a plus voulu, à chaque fois que tout le monde a dit ouais, de toute façon, il y a rien d'intéressant sur le bon Roche, eh ben c'est quelque chose qui revient toujours à la hausse. C'est du long terme et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour l'instant. Donc moi, je rachèterais un peu de bon Roche dans la zone dans cette zone-là. Là aussi, je parlais de vente de puts. Moi, des puts 270 sur Roche à la vente, hein, eh bien, je serais pas contre essayer de monter des positions comme ça pour essayer de choper des actions à bas prix. Et puis chez ABB, ralentissement de la demande. Quand on regarde un peu les résultats qui ont été annoncés cette semaine, c'était pas folichon, c'était pas extraordinaire. On a vu un petit peu une baisse récemment. ABB avait été bien entouré aussi ces temps et reste bien entouré parce que quand on parle d'intelligence artificielle, eh bien ABB fait partie des titres qui font de l'intelligence artificielle et de la robotique. Alors c'est pas forcément 85% de leurs revenus, bien sûr, mais ça participe quand même un peu à leurs revenus et surtout à la bonne image dans le marché. Alors pour l'instant, ces résultats étaient vraiment pas terribles chez ABB, mais vous voyez, on revient gentiment sur le support du canal haussier à 30 francs suisses. Donc il n'y a pas de quoi non plus paniquer sur une vision un peu plus long terme. Et puis je terminerai ce Swiss Bliss avec une revue rapide de notre portefeuille Swiss Bliss de l'année. Donc sans prétention aucune bien sûr. Aujourd'hui 7,96%
de performance sur l'indice. Effectivement, on est un peu tiré en bas par le bon rush pour l'instant. Le reste se comporte plutôt bien, malgré que Zurich est un peu décevant en ce moment, mais n'oublions pas l'énorme dividende qu'on va encaisser sur Zurich un jour ou l'autre. Même chose sur Swiss Re qui fait encore 8,3% cette année. 15-16% de performance sur le Crédit Suisse qui est de retour au-dessus des 3 de manière assez forte. Et puis, résultat bientôt donc du Crédit Suisse qui nous fera peut-être certainement une bonne surprise, comme je le disais tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire sur notre portefeuille. Et comme je vous le disais avant, moi je moyennerais volontiers sur du bon rush autour des 270 francs suisse. On en reparlera certainement ces prochains temps. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce Swiss Bliss à l'autre connaissance en Suisse et dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner sur mon compte Twitter qui s'affiche là en bas, et puis de revenir comme d'habitude vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, mais aussi, bien évidemment, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Attention aux chiffres de l'emploi qui sortent tout à l'heure, et puis on se retrouve lundi matin. Bye bye.